Aujourd'hui, dans le 7e épisode hors série du décodeur de la communication, nous allons parler de communication de crise. Alors rien qu'à prononcer son nom, on a toutes et tous très très peur. Et pourtant, tous les grands communicants de ce monde sont tous passés à un moment ou à un autre dans leur carrière, et ce quel que soit leur âge, par la communication de crise, ou tout simplement gérer une crise. Alors pour ce faire et pour vous donner de véritables tips, de véritables conseils avant la crise et pendant la crise, j'ai demandé à Valérie Perrault-Aigret et Jean-François Granat, tous deux directeurs de la communication, de nous donner des véritables tips, du concret, pas de théorique, du vrai, du réel. Et nous allons donc parler d'une crise que tous deux ont gérée dans leurs entreprises respectives il y a une petite dizaine d'années, à savoir le scandale des prothèses mammaires PIP. Alors, Jean-François et Valérie vont vous donner leur ressenti, comment ils ont agi, comment ils ont pris ça en pleine tête et surtout comment ils ont réussi à s'en sortir. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et ce numéro exceptionnel est une véritable masterclass. Alors si cet épisode vous a plu, j'espère que vous mettrez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Valérie Perrault-Aigret et de Jean-François Granat. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, nous allons parler d'un sujet de la communication qui fait toujours un petit peu peur, à savoir la communication de crise. Et aujourd'hui, j'ai deux champions de ce métier de la communication, de cette discipline de la com, en la personne de Valérie Perrault-Aigret. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. Et Jean-François Granat. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent, bonjour Valérie. Bonjour Jean-François. Alors, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez de l'expérience, évidemment, dans ce métier qui est ô combien complexe, j'en bafouille, qui est la com de crise. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on va parler d'une crise que vous avez gérée tous les deux, alors sans vous connaître à l'époque, et vous avez géré ça dans deux entreprises très différentes, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en 2 mots? S'il te plaît, Valérie, nous sommes tout oui. Alors, donc moi, je dirige la communication d'entreprise depuis une vingtaine d'années, des entreprises qui ont comme point commun d'avoir un impact positif sur la société. Et donc, je suis particulièrement depuis ces 20 dernières années dans le domaine de la santé au sens large, qu'elle soit au sein de mutuelles, par exemple, mais aussi de fédérations hospitalières. Et nous allons en parler. Jean-François, peux-tu te présenter en 2 mots, s'il te plaît, à nos auditrices et auditeurs? Oui, moi je suis directeur marketing et communication dans des entreprises industrielles, essentiellement en B2B ou B2B2C. Merci à vous deux. Alors, c'était absolument limpide. Alors, on va faire un petit flashback d'il y a une douzaine d'années. On est exactement en mars 2010 dans un premier temps, puis en 2011. Et nous éclate à la figure, ainsi que dans les médias, je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs étaient déjà nés ou en tout cas s'ils étaient suffisamment éclairés pour avoir entendu parler de cette crise, mais c'est la crise des prothèses mammaires PIP. Alors, on va ouvrir le bal avec Valérie. Est-ce que tu peux nous en parler en 2 mots, nous dire ce que tu faisais, où tu étais? Et puis Jean-François, tu venais d'arriver, de prendre ton poste et tu te prends la crise PIP en pleine figure chez Blue Star Silicon. Allez, je te laisse parler, Valérie, nous présenter ce scandale PIP. Alors moi, cela faisait 1 an que j'avais rejoint la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Et un beau jour, nous recevons de l'ANSM, donc l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, une annonce décidant de retirer les prothèses PIP du marché, du fait de risques de rupture élevés et donc de dangers graves pour la santé de la patiente. Voilà. Donc, au départ, un intérêt médiatique assez faible concernant en tout cas les centres de lutte contre le cancer que nous réunissons et qui implantent ce type de prothèse suite à des mastectomies. Et puis, de plus en plus, la crise médiatique s'est envolée au moment où il y a eu un premier décès. En fait, le décès d'une patiente dans le sud de la France, à Marseille, dans un de nos centres, et qui est décédée suite à un lymphome et que sa famille a attribué l'origine de la maladie aux implants, justement, des PIP rompus. Donc là, l'intérêt médiatique s'est emballé. De nombreux articles dans la presse et qui ont donc
parler des centres de lutte contre le cancer qui eux-mêmes ont été très sollicités par la presse locale, puis la presse nationale, et c'est ainsi monté jusqu'à ce que ça devienne effectivement une crise nationale. Alors toi, à l'époque, Valérie, tu es DIRCOM d'Unicancer. Oui. Comme tu le dis, tu viens d'arriver, ça fait à peine 1 an que tu es chez Unicancer. Et tu te prends ça en pleine tête. Voilà. Comment ça se passe? Tu viens d'arriver, alors tu es déjà chevronné, parce que tu as déjà une belle expérience, mais comment ça se passe? Parce que tu t'es déjà pris un tsunami pareil sur le coin de la figure? Alors quand je suis arrivée, j'avais déjà eu un premier bizutage, on va dire, ou dans un de nos hôpitaux de région aussi, il y avait eu ce qu'on appelle une erreur de côté, c'est-à-dire une patiente qui avait été opérée d'un mauvais sein, donc on lui avait enlevé le sein qui n'était pas malade. Et donc, il a fallu gérer cela avec justement... mais c'est resté en local, en fait, si tu veux. Ça n'a pas du tout éclaboussé la réputation des autres centres. Et puis, ça a été géré, en fait, après assez rapidement, au bout de quelques jours. D'autant plus que il n'y a pas eu de plainte portée par la famille de la patiente. La patiente était bien sûr en vie, mais force est de constater que c'était une erreur. Bon, donc j'ai déjà géré ça, mais je dirais pas de loin, mais en fait, j'étais pas en première ligne puisque c'était très local. Et à ce moment-là, c'est le service com local qui prend le relais. Nous, on intervient à partir du moment où ça devient soit plusieurs centres impliqués, soit carrément tous les centres au niveau national. Et là, à ce moment-là, mon rôle est d'intervenir et de gérer la crise. C'est ce qui arrive avec les prothèses mammaires PIP. Exact. Comment tu réagis? Bien évidemment, Jean-François, on va parler de toi parce que là, on est vraiment dans l'ordre chronologique de ce scandale. Mais comment toi, tu te prends ça en pleine tête? Parce que finalement, tu as les journalistes qui te courent après, Valérie. Oui. Tu es harcelée. Ça se passe comment? Alors en fait, avant d'avoir tous les journalistes qui appelaient les centres ou qui nous appelaient nous au niveau du siège à Paris, on a déjà eu cette première annonce de la NSM, et donc on a tout de suite, avec les centres, essayé d'anticiper le plus possible en écrivant des éléments de langage. Et puis moi, j'ai aussi un correspondant dans chaque centre de contre le cancer en région. Et donc l'idée, c'était aussi de les sensibiliser à ce qui pouvait leur arriver, puisque effectivement, au bout d'un moment, ils ont été contactés par la presse régionale. Donc, on leur a donné un maximum de choses, d'où l'intérêt vraiment d'anticiper. Et je dis pas que c'était après facile à gérer du tout, mais toujours est-il qu'ils avaient quand même déjà quelques éléments tout à fait objectivés, quantifiés, vraiment avec des sources certaines. Les sources notamment de la NSM, mais aussi de notre propre base de données. Donc, ils savaient déjà ce qu'il fallait. Mais on pensait pas du tout qu'on ferait après la une ou presque la une de la presse nationale, de la grande presse nationale. Donc là, on a dû effectivement gérer cela. Et donc préparer à la fois en termes d'éléments de langage, en termes d'identification de porte-parole, identifier aussi dans chaque centre un porte-parole qui soit médecin accompagné, puisqu'il s'agissait, il y avait beaucoup de questions d'ordre technique, de la façon dont on posait les prothèses, dans quel cas médical. Donc il fallait absolument qu'il y ait un spécialiste, un chirurgien, ce qu'on appelle un scénologue, qui soit spécialisé au niveau du sein et qui soit spécialisé en termes de pose de prothèse, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Et puis aussi un porte-parole, je dirais plus d'ordre direction générale ou président. On va passer la main à Jean-François, parce que décidément, cette crise des prothèses mammaires PIP a été une sorte de bizutage pour tous les deux. Toi, je le rappelle, Valérie, ça fait à peine 1 an que tu es là. Et toi, Jean-François, c'est bien pire, ça fait 2 mois que tu es chez Blue Star Silicone, qui, comme son nom l'indique, vend du silicone, c'est un industriel du silicone. Toi, ça fait 2 mois que tu arrives, et raconte-nous l'anecdote, parce que tu viens de prendre ton poste en tant que DIRCOM et marketing de Blue Star Silicone à Lyon, et là, un matin, tu prends ta douche comme d'habitude, et là, que se passe-t-il? Exactement, j'étais en train de prendre ma douche, j'écoutais donc les informations, et j'entends le nom de l'entreprise cité, donc j'écoute un peu plus attentivement la news du jour, et là donc je suis sorti très très vite de la douche, et je suis allé le plus vite possible au bureau, et pour rencontrer donc le président, qui lui aussi, et je crois, a fait à peu près la même chose que moi.
Et là, il m'a dit ah oui, j'ai oublié de te parler de ce sujet-là. Donc l'entreprise connaissait l'affaire PIP. Alors on était exactement le 2 janvier 2012, je m'en souviens. Et l'entreprise collaborait avec les autorités sur l'enquête qui était en cours. Mais rien n'avait été médiatisé à l'époque. Et là, du coup, l'entreprise se trouvait citée. Et donc voilà. Et là, forcément, on devait réagir. Alors Blue Star Silicon livrait, la société PIP commandait à Blue Star Silicon des silicones industriels, alors que pour fabriquer des prothèses, il aurait dû commander des silicones médicaux qui sont fabriqués en salle blanche avec une traçabilité, etc., mais qui sont forcément beaucoup plus chers que des silicones industriels. Et donc l'entreprise Blue Star Silicon livrait du silicone industriel, livrait ce qui avait été commandé par l'entreprise PIP. Et donc là, moi, je suis arrivé tout de suite au bureau. Une demi-heure après, j'ai eu un coup de fil du bureau local de M6 qui me dit voilà, on arrive dans une demi-heure et on a des questions à vous poser par rapport à l'affaire PIP. Donc là, peu de temps pour prendre connaissance de l'information et peu de temps pour préparer des messages. Et là, il a fallu réagir très très vite. D'abord faire cette petite interview. Alors, c'était une petite interview rapide parce que le journaliste était pressé, mais dans la journée, je crois qu'il a dû faire une dizaine d'interviews. Alors, autant le journaliste de M6, lui, il arrivait, il avait sa caméra, il avait ses 3 questions à poser, et puis c'est allé assez vite. Autant le journaliste de RTL, ça faisait 2 ans et demi qu'il travaillait sur le sujet, ça faisait 2 ans et demi qu'il creusait vraiment l'information. Il y a un vrai travail d'investigation. Et là, il fallait vraiment être hyper précis et être capable de répondre de façon hyper précise à ces questions. Et donc, ça a duré comme ça à peu près une dizaine de jours avec des interviews télé, radio, pour pouvoir répondre aux journalistes du monde entier. Alors, merci beaucoup Jean-François. Comment, Valérie et toi, vous vous êtes sentis lorsque vous avez dû, en tout cas, gérer cette crise? Je te repasse la main, Valérie, parce que là, Jean-François nous a parlé de quelque chose d'assez local, finalement, mais qui touchait le national. Mais toi, Valérie, tu étais donc chez Unicancer, tu étais la DIRCOM, ça faisait à peine 1 an que tu étais arrivée. Comment tu as vécu ça, très personnellement? Lorsque c'est arrivé en 2011, nous étions en train de créer Unicancer. La fédération existait déjà, mais elle crée un groupe hospitalier. Et donc, c'est arrivé au moment où le groupe était en train de se créer. Donc, c'était d'autant plus dommageable pour sa prochaine réputation, puisque le groupe est né fin 2011 et en 2012, on lançait vraiment la marque Unicancer, ce qui allait s'appeler Unicancer. Donc, j'étais non seulement très occupée à faire ça, mais en plus, bingo, hop, arrive cette crise qui pouvait aussi avoir des dommages collatéraux, bien sûr d'abord pour les patientes, et puis ensuite nous sur la réputation des centres et de ce futur groupe. Donc, il fallait absolument démontrer la loyauté des centres, le fait qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils ont tout de suite fait ce qu'il fallait auprès des patientes, à savoir les rappeler toutes une par une. Hein, ça concerne quand même des milliers de patientes. C'était très anxiogène pour elles, donc il fallait aussi leur expliquer ce qu'on allait faire et surtout leur proposer une explantation systématique, c'est-à-dire qu'elles reviennent à l'hôpital pour qu'on leur enlève les prothèses PIP en question et qu'on en mette d'autres. Certaines n'ont pas souhaité le faire, donc c'était libre à elles. Hein, elles avaient toutes les informations pour prendre la décision, mais la plupart donc ont été prises en charge très vite en plus. Hein, vraiment, ça s'est fait dans les meilleurs délais possibles. Donc il y avait cette double problématique, hein, à la fois la crise en elle-même et puis l'impact que ça allait pouvoir avoir potentiellement sur la réputation du futur groupe qui était en cours de création. Donc on a des très gros enjeux. Toi, Jean-François, je le rappelle, tu viens d'arriver, tu te prends ça en pleine gueule et ton boss a oublié de t'en parler. Comment tu t'es senti? Parce que tu avais déjà géré des crises lorsque tu étais dans les ascenseurs, mais c'était pas tout à fait la même chose. Ouais, j'avais déjà géré des crises, alors des accidents d'utilisateurs, des accidents de salariés. Voilà, quand j'étais chez Koné, là c'était un peu différent. Je venais d'arriver, donc un maximum de stress, on va dire. Je pense que c'était la même chose pour Valérie. À la fois mais le stress c'est bien parce que c'est aussi ce qui permet d'être attentif et de pouvoir bien gérer. Il y a du mauvais stress et le bon stress. Là, c'était du bon stress, donc. Besoin de faire des choses en urgence. Ça, c'était très compliqué de s'informer en urgence parce que je connaissais pas complètement les produits.
j'avais pas tout la connaissance nécessaire pour répondre, donc il a fallu s'informer très très vite. Et puis oui, un stress énorme sur la peur de faire une bêtise sur une interview. Vraiment être très posé, calme pour pouvoir gérer les choses au fur et à mesure. Après, la chose, c'est que ça m'a permis de très bien m'intégrer dans l'entreprise, parce que quand tu as tous les salariés qui te voient sur le journal de France 2 le soir, ils se disent tiens, qui c'est ce type-là, on sait qu'il vient d'arriver, mais on savait pas qui c'était et quelle tête il avait. Là, pour s'intégrer dans l'entreprise, je pense que le lendemain, tout le monde me connaissait. Donc ça, c'était un point un peu positif de cette crise. Donc finalement, c'était une sorte de baptême du feu pour toi, Jean-François. Tout le monde a su qui tu étais. Tu es devenu une rockstar. Bon, malheureusement, c'est dans un cadre qui est quand même assez complexe. Alors, l'entreprise PIP va être finalement condamnée. Et là, Valérie, quelques années après, tu as Élise Lucet qui te contacte avec Cache Investigation. Tout à fait, parce qu'en fait, il y avait le procès donc de Jean-Claude Masse. Après, il est décédé en 2019 pendant le procès. Donc 2018, 2019, 2020, il y a eu le procès. Il y a encore là, il y a peu de temps, eu encore une décision du tribunal, mais envers une autre, le certificateur en fait de ces prothèses qui apparemment n'avait pas bien fait son travail et qui donc est jugé, enfin doit dédommager un certain nombre de patientes. Toujours est-il que donc on pense que c'est derrière nous, et puis finalement pas du tout, puisque ça revient avec le procès. Et là effectivement, un beau jour, j'ai un mail de l'équipe d'Élise Lucet me demandant énormément d'informations sur les achats, parce qu'il faut savoir aussi que ce groupe hospitalier, donc Unicancer, avait aussi une centrale d'achat, et le but justement de ce groupe était de mutualiser un certain nombre de choses, notamment la passation des marchés pour le compte donc des centres de lutte contre le cancer. Et il s'avère que c'est cette cellule qui avait passé le marché des prothèses, mais pas que PIP, hein. On avait d'autres prothèses, mais c'est vrai que celle-ci était utilisée assez largement, puisqu'elle permettait d'avoir une reconstruction mammaire la plus naturelle possible. Ça faisait penser vraiment à un sein le plus naturel possible. Donc c'était, on va dire, maintenant à reculons, avec du recul, la seule bon côté de cette prothèse. Et du coup, je me suis dit bon, alors là évidemment, c'est une demande que je ne gère pas sans en parler à ma direction générale. Et là, on a regardé tout ce qu'on pouvait faire. On a pris un conseil juridique, donc un avocat, puisqu'il était précisé dans la demande de l'équipe d'Élise Lucet que c'était au nom de l'article X du code de la loi Y sur la transparence des marchés. Et effectivement, ils avaient le droit de connaître cette information-là. Donc, nous, on a monté un dossier qu'on a transmis. Il y a certaines choses qui ne pouvaient pas être transmises du fait du secret des affaires. Ça, c'est quelque chose aussi qui est protégé par la loi. Donc, on devait faire attention à ce qu'on transmettait. Mais en tout cas, on lui a transmis ce qu'on pensait être transmissible. Et donc elle a fait une émission en plusieurs épisodes qui s'appelle toujours d'ailleurs, parce qu'elle est encore visible sur YouTube, à savoir l'émission qui s'appelait Implant Files, donc le dossier des implants. Et pas seulement les implants PIP, hein, elle parlait aussi des implants cardiaques, des implants divers et variés, mais par exemple les hanches aussi, les implants des hanches, etc., les prothèses de hanches, mais aussi les prothèses PIP. Et elle a interviewé des spécialistes de certains de nos hôpitaux, notamment un Parisien très connu. Ça s'est plutôt bien passé, on va dire, parce que c'est vrai qu'avec Élise Lucet, on se méfie toujours et on se dit comment ça va être ensuite interprété, parce que c'est transmis après, parfois c'est monté dans l'émission de façon un peu scandale, etc. Mais là, ça a été, on va dire que ça a pu être bien géré. Mais je dois dire que quand j'ai eu cette demande, je me suis dit, allons bon, il manquait plus que ça. Et rebelote, on remettait le couvert sur les prothèses PIP. Donc c'est quelques années après, c'était encore là. Je comprends parfaitement. Comment ça s'est terminé pour Blue Star Silicon et pour toi, ce scandale PIP, Jean-François ? En fait, pour nous, la grande difficulté qu'on avait, c'est à expliquer pourquoi est-ce qu'on livrait du silicone industriel à des gens qui fabriquaient des prothèses. Alors, il fallait qu'on explique que d'abord, quelqu'un qui fabrique des prothèses, c'était le cas de PIP, il faisait des coussins anti-escar. Sur des coussins anti-escar, on peut très bien mettre du silicone industriel puisque c'est pas implanté.
Donc voilà, une des raisons. Et puis ensuite d'expliquer qu'en tant que producteur, on a absolument aucun contrôle sur ce que peut faire un fabricant avec les produits qu'on lui livre. Fabricant de farine, il peut pas aller chez son boulanger voir si le pain qui est fabriqué est bon et pas bon. Et ben nous, c'était exactement la même chose. Donc on avait beaucoup de difficultés à expliquer ça. Et après, l'emballement médiatique pour Blue Star Silicon, ça a duré 15 jours, 3 semaines. Et c'est à peu près tout. Après, on avait des contacts avec certains offices gouvernementaux qui voulaient avoir des informations sur les produits qu'on avait vendus, qui avaient été implantés. Et puis surtout savoir si on avait fait des tests sur du vivant de nos produits industriels, ce qui n'était pas le cas parce que c'était pas destiné à être implanté, donc il n'y avait pas de test qui avait été fait pour voir la dangerosité potentielle ou pas. Enfin, c'est ce qu'il y avait un danger d'implanter du silicone industriel dans un corps humain ou pas. Ça n'avait jamais été testé. Donc beaucoup d'interrogations d'offices gouvernementaux sur ça, mais j'allais dire médiatiquement, ça a duré une 15aine de jours. Entendu, merci. Alors maintenant, on va passer à une deuxième partie de ce hors-série du décodeur de la communication, parce que je ne l'ai même pas dit, nos auditrices et auditeurs, mon Dieu, je manque à tous mes devoirs. Maintenant, ça va être vos conseils, parce que vous avez été baptisés dans vos entreprises respectives à l'époque. Je rappelle, Valérie a à peine 1 an, toi, encore plus jeune, Jean-François, 2 mois à peine après être arrivé. C'est quoi vos conseils? Alors, par exemple, les conseils avant la crise, parce que une crise, on dit toujours que la meilleure crise, c'est celle qui n'arrive jamais, donc on l'a anticipé. Donc, comment ça se passe? Quels sont surtout vos conseils que vous donneriez à des gens de la communication, mais aussi des dirigeants d'entreprise, pour éviter la crise? On commence par toi, Valérie. Alors moi je dirais, il faut vraiment anticiper et suivre, faire une veille, suivre les signaux faibles qui justement, par exemple, là au début c'était un signal faible. On pensait que c'était un communiqué de la NSM parmi d'autres qui disent on n'utilise plus ces produits-là pour telle raison, et ça arrive régulièrement sur des molécules et sur d'autres dispositifs médicaux, mais c'est devenu en fait un truc incroyable. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup anticiper et surveiller les signaux faibles. Ouais, je rajouterais dans l'anticipation, s'il faut se préparer, parce que je pense que il y a certaines situations de crise qui sont complètement anticipables, si on peut utiliser ce mot-là. Si on est la SNCF, on peut imaginer qu'un jour il y aura un déraillement de train. Si on est Air France, qu'il y a un avion qui va tomber. Si on fabrique des produits alimentaires, qu'il y a peut-être un jour quelqu'un qui sera intoxiqué peut-être par un produit. Et donc ces situations-là, on peut les imaginer et on peut commencer à préparer un certain nombre d'outils pour agir, préparer certains éléments de langage. Et ça se fait dans les entreprises, malheureusement pas assez, mais préparer ce qu'on appelle des manuels de crise, où dans telle situation, on sait comment réagir, on a déjà anticipé comment réagir, comment communiquer, et d'avoir peut-être des fois des outils tout prêts. On se souvient tous du crash de l'avion le Rio-Paris d'Air France. Je crois que 24 heures après le crash, il y avait déjà un site web qui était en ligne et qui contenait toutes les informations nécessaires sur les passagers qui avaient disparu, les informations, etc., etc. Alors, plein d'informations destinées à la fois aux familles, aux journalistes sur ce site web. Et ce site web, il n'a pas été créé en 24 heures. Ce site web, il était déjà prêt. Ils ont rentré les informations. Donc il y a un certain nombre de communiqués de presse, peut-être de sites, de notes internes, de données, d'éléments de langage qu'on peut préparer en amont. Et ça, malheureusement, il n'y a pas assez d'entreprises qui se préparent pour ça. Ça, c'est dommage. Et tout ça, c'est faisable, c'est facilement faisable. Ça coûte un peu d'argent parce que, ça a du temps et de l'argent pour préparer tous ces éléments-là. Mais ça permet de gagner beaucoup en réactivité et en précision au moment de la crise. Et de sérénité aussi au moment de la crise parce qu'on sait que les éléments sont prêts. Valérie, tu parlais justement d'une enveloppe budgétaire que tu avais mise à disposition justement si jamais tu devais utiliser des ressources extérieures. Oui, en fait, on remarque souvent que, comme dirait Chirac, les emmerdes arrivent toujours par, je sais plus quelle était sa phrase exacte, mais en fait, il n'y en a jamais qu'un seul, il y en a plusieurs. En escadrille, merci Laurent. Voilà. Et donc, moi, j'ai remarqué dans ma carrière qu'à chaque fois qu'il y avait une com de crise, en général, ça ne tombait jamais au moment où on n'a pas trop de travail. D'ailleurs, ça n'existe pas ces moments-là, mais où où on est moins dans les urgences que d'autres, où il y a l'équipe au complet. En fait, ça tombe toujours dans les moments où il y a une personne en moins, voire deux, des congés, un week-end. Enfin, c'est jamais. Et donc, du coup, par expérience, et surtout quand on a une équipe qui n'est pas non plus énorme.
j'avais, moi, négocié avec la direction générale et le conseil d'administration une enveloppe budgétaire qui était systématiquement reconduite tous les ans, sans que j'aie plus du tout à négocier quoi que ce soit, parce que je pense que là, ça a vraiment servi de leçon. Outre le fait d'avoir, comme le dit Jean-François, mis en place un manuel de crise et tout un process au sein du groupe, mais aussi une enveloppe budgétaire permettant d'externaliser ponctuellement, suivant l'ampleur de la crise et suivant les ressources internes qu'on avait ou pas, de faire appel à un prestataire extérieur spécialisé dans le domaine. Ça peut être aussi un certain confort psychologique, on va dire. Ouais, moi je rajouterais aussi une chose qu'on peut anticiper, c'est aussi la constitution de la cellule de crise. C'est des choses toutes bêtes, mais il faut pas décider qui va être dans la cellule de crise au moment où il y a la crise. Il faut qu'on ait déjà anticipé ça et que l'entreprise sache qui elle met dans la cellule de crise, quelles sont les fonctions, et puis d'avoir quelqu'un d'astreinte. Moi, dans les entreprises où j'étais, il y avait des gens d'astreinte semaine par semaine. Alors, ce sont essentiellement des membres du comité de direction, mais qui sont d'astreinte. Et c'est si jamais il y a une crise qui se déclenche, c'est eux qui sont prévenus et c'est leur rôle d'organiser la cellule de crise, de contacter les membres qui doivent être dans la cellule de crise, et c'est à eux de coordonner la cellule de crise. Et donc il y avait une astreinte de jour, de nuit, et de week-end, et de vacances, etc., qui était prévue en début d'année, et ça tournait. Chaque membre du COMEX avait une semaine d'astreinte, comme ça, et ça tournait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit responsable de la cellule de crise. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis, Jean-François. Et Valérie, je t'invite évidemment à t'exprimer, mais qui doit être le porte-parole lorsqu'il y a une crise? Grosso modo, pour faire court, qui doit parler dans les médias lorsque la crise vous tombe dessus? Je crois qu'il y a pas, ça dépend de l'organisation de l'entreprise, mais il faut toujours identifier dans cette cellule de crise dont parlait Jean-François. Il est important d'identifier. Il y a toujours des personnes qui sont toujours dans cette cellule de crise, et puis après on la compose en fonction de l'événement qui vient d'arriver. S'il y a un président, c'est forcément le président qui est là. S'il y a une direction générale, pareil. Un DIRCAB éventuellement aussi. La RH, parce qu'il faut toujours penser aussi à l'interne. Ça, c'est aussi un conseil à donner, c'est forcément aussi communiquer auprès des salariés avant de communiquer en externe. Ça, c'est la règle d'or. Mais et donc identifier une seule tête, une seule voix qui parlerait. Ça peut être alors. Moi, par exemple, dans mon cas, c'était chaque hôpital avait un médecin, un chirurgien spécialisé au niveau de la reconstruction mammaire qui parlait, accompagné suivant le sujet par le DG de l'hôpital. Et nous, au niveau national, c'était ma direction générale avec un spécialiste médecin qui avait au niveau du groupe en charge la stratégie médicale, justement. Donc, c'était important d'avoir ces deux-là, mais ça dépend. Là, Jean-François aura sûrement une autre composition aussi dans le cadre de son ancienne entreprise. Oui, moi, en fait, l'idée du porte-parole, c'est un peu en fonction des différents types de crises. Si c'était une crise technique, c'est toujours bien que ce soit le directeur technique qui parle, parce qu'il est beaucoup plus crédible que le DIRCOM. Alors, la règle, c'était d'abord le DIRCOM, ensuite le spécialiste, et une autre règle, c'est jamais exposer le président ou le directeur général, parce que derrière, il n'y a plus de possibilité si jamais il y a une erreur de fait, il y a plus de possibilité de monter au-dessus. Si le DIRCOM se plante, on fera intervenir quelqu'un au-dessus et éventuellement le président. Mais si vous faites intervenir le président tout de suite, derrière vous avez plus d'autres secours. Et ça, c'est une règle à appliquer en communication de crise. On évite de faire intervenir le président tout de suite. Après, c'est en fonction des différentes situations. C'est des crises plus sociales. À ce moment-là, c'est plutôt le RH qui va parler. Crise technique, ce sera plutôt le directeur technique, etc., etc. Alors c'est justement très intéressant parce que moi en tant que dirigeant d'une TPE, évidemment c'est pas tout à fait la même chose qu'une World Company, comme si je puis m'exprimer ainsi, mais j'aurais eu tendance à tout endosser en tant que patron. Et Jean-François, tu me dis qu'on ne sort pas la direction immédiatement. Valérie, tu le confirmes? C'est finalement un sacré dosage?
Moi, c'est vrai que mon président n'a jamais été. Alors bon, ça remonte maintenant à loin, mais j'ai pas souvenir qu'il ait été interviewé ou qu'on l'ait proposé comme porte-parole. C'était plutôt des techniciens entre guillemets, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, c'est-à-dire comme j'ai dit, des chirurgiens qui étaient interviewés, puisque les questions portaient essentiellement sur ce sujet-là. Après, à un moment donné, il a fallu que ce soit un communiqué de presse avec des citations de la direction générale, parce que c'était nécessaire aussi de cadrer au niveau politique, notre politique d'achat en général dans les centres, notre relation aux patients et puis notre réputation. Donc là, ça s'est fait au niveau des directions générales, mais c'est vrai que c'est pas forcément la première personne qu'on va tout de suite mettre sur le devant de la scène. Ouais, je crois que ce qui est important aussi au niveau des porte-paroles, c'est en amont d'une crise, c'est de les entraîner et donc de leur apprendre quels sont les éléments de langage qu'on peut mettre en avant, comment on présente l'entreprise, comment on parle de tel et tel sujet, et puis de les habituer aussi à communiquer face à une caméra, à répondre à des questions de journalistes, imaginer des questions embarrassantes, de façon à les entraîner à répondre à cette situation. Et moi, j'utilisais beaucoup ces trainings pour identifier aussi qui étaient les bons interlocuteurs en fonction des sujets qu'on pouvait avoir dans le cadre de nos relations presse. Il y a des gens qui passaient très bien pour parler d'un événement externe, d'un programme de sponsoring, d'action humanitaire ou des choses comme ça, parce que ils étaient hyper jovial, voilà, et ça fonctionnait bien. À l'inverse, il y a des personnes qui, au contraire, avaient tout le temps l'air très sérieux, et leur faire parler d'un partenariat ou d'un événement musical ou quoi que ce soit, ça passait pas du tout. Et la même chose sur des situations de crise où par exemple, il y a des personnes décédées ou des choses comme ça, et il faut que la personne elle a l'air sérieuse. Si vous avez quelqu'un qui naturellement est jovial, ça va pas passer du tout. Vous aurez pas du tout une bonne image. Pas oublier que dans la communication, le non-verbal est aussi très important. Donc moi, ces sessions de training avec les différents directeurs régionaux qu'on pouvait avoir et qui pouvaient être nos porte-parole en région, et c'était important pour moi d'identifier qui pouvait parler de quel sujet. Évidemment, je comprends parfaitement. Alors, j'ai une petite question. Les réseaux sociaux, comment on gère ça ? Parce que là, ça doit se déchaîner. Par exemple, Twitter ou LinkedIn, pourquoi pas, mais les réseaux sociaux doivent être peut-être une plaie à gérer, encore plus béante que l'événement lui-même, non ? Alors, les réseaux sociaux, il faut effectivement les veiller en permanence. Nous, à l'époque, on était Facebook, Twitter, LinkedIn. Je crois que c'était les 3 qu'on avait au tout début à cette époque-là. Et sur Facebook, on avait plutôt des messages de patientes. Sur LinkedIn, on n'avait pas grand-chose, que c'était pas vraiment le lieu. Et sur Twitter, c'était plutôt pour la presse en fait. Mais je dois dire aussi que, et ça c'est un conseil vraiment, à partir du moment où on travaille beaucoup la réputation d'une entreprise, en dehors de la crise, je parle, en temps, en temps normal, en routine, on travaille la réputation de l'entreprise de façon à ce qu'elle soit la meilleure possible. Quand il vous arrive quelque chose comme ça aide beaucoup. Et en l'occurrence, moi, c'était dans un secteur qui était le domaine du cancer, donc c'est quelque chose déjà de lourd, de grave, de sérieux. Et la réputation des hôpitaux que nous réunissions était excellente. Donc ça a beaucoup aidé, et on a été assez peu mis en difficulté sur les réseaux sociaux. On l'a été plus tard pendant le Covid sur un sujet, mais ça s'est éteint au bout de 2-3 jours. Mais c'est vrai que là, les patientes n'étaient pas agressives, ni les associations de patients, ni les haters, ni quoi que ce soit. On a relativement eu beaucoup de chance parce que justement, et ça vraiment, ça me l'a démontré après dans les 10 ans où je suis encore restée dans cette entreprise, c'est que la réputation étant excellente au départ, ou vraiment très bonne, avec vraiment une excellence et une qualité, si je puis dire, de service qui était vraiment reconnue. À ce moment-là, c'est vrai qu'il est plus facile de gérer ce genre de crise, ou d'autant plus quand on a une posture d'humilité, quand on est sur des faits objectivés, avec des études, quand il s'agissait de dire que les prothèses PIP donnaient
un lymphome à la patiente. Toutes les études ont montré que c'était pas systématique, même si effectivement il y a eu des cas de lymphome dans ce domaine, mais on faisait appel à des données vérifiées, qualifiées, enfin qui étaient vraiment très bonnes en fait. Donc ça a beaucoup aidé. C'est vrai que c'est un secteur dans le médical où on est beaucoup sur des études qui paraissent dans les plus grands journaux scientifiques et qui sont. Alors c'est vrai qu'après depuis le Covid a encore remis les choses sur l'ouvrage là. C'est une défiance envers la science depuis quelque temps, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, bon, c'était pas comme ça et de fait, on a pu avoir, on a à peu près, on s'en est à peu près bien sorti, malgré un article du Figaro à l'époque qui avait titré PIP, les centres, les PIP fournisseurs officiels des centres anticancéreux. C'est vrai que là, quand c'est paru sur les réseaux sociaux, moi, je me suis fendue d'une réponse au Figaro en expliquant que ils n'étaient pas venus nous voir, je ne sais pas d'où ils tiraient ça. Et je leur ai donné tous les éléments de notre marché sur les PIP et ça n'a pas été plus loin finalement. Mais voilà, beaucoup aussi regarder sur les réseaux sociaux et puis parfois il faut savoir se taire. Je pense que là Jean-François il est aussi du même avis. Il faut savoir se taire sur certaines crises parce que parfois on rajoute de l'huile sur le feu et puis au bout de 2-3 jours ça passe. Donc c'est vraiment un dosage qui n'est pas évident à faire, hein, je reconnais. Mais il faut parfois aussi savoir se taire. En fait, il y a des situations où il vaut mieux pas agir tout de suite parce que du coup, on va créer. C'est nous-mêmes qui allons créer la crise en fait. C'est parce qu'on va réagir que l'histoire va s'enflammer et que ça va finir par être une crise. Il y a un certain nombre de. Moi, j'ai eu des exemples, par exemple, d'un petit incident à Monaco qui avait dans le domaine des ascenseurs, qui avait donné naissance à un article dans les journaux. Bon, il y avait eu un article, on n'a pas réagi, et je pense que si on avait réagi à cet article-là, le truc se serait envenimé et on aurait créé une crise là où au départ il y en avait pas. Il y a eu un article, alors l'article n'était pas très élogieux, on n'avait rien à se reprocher, mais il y a pas matière à surréagir quoi. Et voilà. À l'inverse, quand il y a une crise, il faut agir rapidement, notamment vis-à-vis des médias, pour devenir un interlocuteur privilégié des médias. Sinon, les médias, si vous réagissez pas, les médias, ils vont aller chercher d'autres interlocuteurs. Donc, ça peut être des témoins, des voisins, des syndicats, des fournisseurs, etc. Et c'est d'autres personnes qui vont parler à votre place. Donc, ça, c'est jamais souhaitable. Donc, il vaut mieux prendre la parole tôt, le plus tôt possible, pour devenir l'interlocuteur des médias. Et puis, si on a quelque chose à se reprocher, je pense qu'il faut le dire. Il faut mieux apparaître comme une entreprise responsable plutôt que d'apparaître comme un salaud et d'avoir voulu cacher des choses. C'est Fred Fougerat, je crois, qui a fait un petit post là-dessus il y a pas très longtemps avec ce parallèle entre responsable et salaud. Mais c'est important dans la communication d'être transparent, honnête, de dire que il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait pas, il y a des choses qu'on a bien faites et peut-être des choses qu'on a mal faites, mais d'être complètement transparent, parce que si dans votre communication vous essayez de cacher quelque chose ou de mentir, ça va forcément se savoir, il y a forcément un moment où ça va ressortir. Donc ça, c'est vrai, pour moi, c'est la clé dans la communication de crise, c'est d'être vraiment le plus transparent et le plus honnête possible. Valérie, tu vois un autre point aussi fondamental que celui que Jean-François vient d'évoquer ? Écoute, non, moi je suis vraiment dans cette posture-là aussi, hein, humilité, sobriété, faute avouée à moitié pardonnée. Donc c'est vrai qu'il faut, quand on a fait une bêtise, faut le dire, et puis surtout en tirer derrière les conséquences, et surtout expliquer aussi à la presse et aux citoyens qu'on va en tirer des leçons, qu'on va réorganiser telle et telle chose. Mettre un double process de vérification si besoin. Enfin, il y a toutes les mesures d'ajustement, et ça fait partie du retour d'expérience. Hein. Comme on dit, on apprend toujours à ses dépens, mais moi, la suite, ça m'a permis de leur faire prendre conscience qu'il fallait professionnaliser un peu cette gestion de crise qui était un peu qui n'existait pas vraiment en fait. Hein.
et au niveau national, et le lien avec le local. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour faire le lien avec ce que disait Jean-François sur un manuel de crise, on en a depuis rédigé un. On le mettait à jour régulièrement parce qu'il y a toujours des nouvelles choses et des nouveaux, par exemple, des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, et donc comment on les gère. Puis faire un retour d'expérience sur l'organisation, comment on pourrait améliorer les choses pour la prochaine crise, et montrer, et alors là c'est très important pour les futurs communicants ou même les communicants actuels qui vont écouter ce podcast, ça a permis aussi de montrer que la communication c'est un vrai métier, n'est-ce pas? Et que dans ces moments-là, on est bien content de trouver la communication et puis on lui refile la patate chaude volontiers. Et là, on reconnaît que ça sert à quelque chose et que c'est pas juste pour donner un avis sur une couleur ou la forme d'un logo. Donc là, les gens ils sont contents qu'il y ait quelqu'un qui gère et qui s'appelle une direction de la communication. Ouais, moi je rajouterais, c'est que la communication dans la crise, elle est hyper importante. Et elle doit être menée en même temps que la gestion de la crise. C'est-à-dire, s'il y a un incendie, bien sûr, il faut s'occuper d'éteindre l'incendie, mais il faut aussi communiquer et il faut le faire en même temps. Il ne faut pas attendre que l'incendie soit éteint pour communiquer, mais il faut bien commencer à travailler sur la communication dès le début de la crise, pas perdre de temps et gérer les deux en même temps. Donc, gérer à la fois la situation de crise et puis gérer la communication qui va avec. Et les deux sont complémentaires. Et la communication ne fait pas tout, et la gestion de la crise ne fait pas tout non plus. Donc voilà, et donc il faut bien gérer la crise et gérer la communication de crise, et les deux en même temps. Ouais. Et pour que la communication soit efficace, la direction de la com soit efficace sur le sujet, il faut aussi la mettre en amont dans beaucoup d'informations. Même des informations justement confidentielles ou autres, parce que quand la crise éclate, nous on aurait pu identifier, il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir une info trop tard, une fois que c'était sorti dans la presse, etc. Et si je l'avais su en amont, si j'avais été mis dans les secrets d'État bien plus en amont, j'aurais pu anticiper et j'aurais pu dire attention, là, ça risque de donner ça et ça dans la presse si ça vient savoir. Et donc voilà ce que ça pourrait donner, et faisons attention à la façon de communiquer là-dessus. Et ça c'est aussi notre rôle, et donc il faut nous mettre pour les futurs, je sais pas, hein, si jamais Laurent tu as des DG qui écoutent tes podcasts, c'est bien qu'ils nous mettent le plus possible dans les secrets des dieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Jean-François, tu en es d'accord? Ah oui, 100% d'accord. C'est même dommage que là, finalement, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que la communication de crise, elle est souvent ignorée. Et souvent, dans les entreprises, on dit, de toute façon, on n'aura jamais de crise, on n'a pas le budget, etc., etc. Et faire un manuel de crise, c'est pas un truc qui va coûter des centaines de milliers d'euros. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel et qui devrait exister dans toutes les entreprises. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. C'est bien dommage, mais c'est un élément pour moi essentiel. Je crois qu'il y a une statistique qui dit que 80% des entreprises vont connaître une crise dans les 5 années qui viennent. Donc voilà, c'est pas un truc anodin. Alors des fois c'est des petites crises, mais des fois ça peut être des crises beaucoup plus graves qui peuvent complètement remettre en cause la vie de l'entreprise. Moi j'ai eu de l'expérience dans le domaine des ascenseurs. Alors un concurrent de Kone au Japon qui a mal géré une com de crise. Alors ils étaient absolument pour rien. C'est un adolescent qui est décédé dans un accident d'ascenseur. La marque en question, il était absolument pour rien. Sauf que ils connaissaient pas les codes culturels au Japon. Ils ont mal réagi, ils ont mal communiqué, et du coup, ils ont été hyper médiatisés alors qu'ils étaient absolument pour rien dans cette situation. Ils se sont retrouvés hyper médiatisés et leur image en a pâti. Ils ont super mal géré la crise. Et au final, ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires, ils l'ont jamais retrouvé. Tout simplement parce qu'ils ont fait une erreur de communication. Au lieu de s'excuser en disant on s'excuse, mais on n'y est pour rien, ils n'ont pas voulu communiquer, ils se sont cachés, ils n'ont pas voulu répondre à la police, etc., etc. Et finalement, ça s'est su, ça a été hyper médiatisé, et ils se sont retrouvés du coup dans la position de salaud dont on parlait tout à l'heure, alors que au départ, s'ils avaient répondu on s'excuse, mais on n'y est pour rien, et le truc serait passé comme une lettre à la poste, et il n'y aurait pas eu de crise du tout. Et c'est parce qu'ils ont mal réagi, et qu'ils ont mal communiqué, qu'ils n'avaient pas anticipé ce type de situation, qu'ils se sont retrouvés comme ça mis au banc des médias et de la société japonaise.
Eh ben alors, merci à toi. C'est l'occasion de rappeler, et je pense que tu en seras tout à fait d'accord, Valérie, que la communication est un métier. On salue Fred Fougera au passage, hein, Monsieur Tenkan Paris. Voilà. Mais c'est vrai que la com est un métier, tu viens nous le prouver. Et la com est un métier absolument partout, hein, à travers le monde, Jean-François, tu viens nous le prouver avec le Japon. Mais tiens, une dernière question avant de nous quitter. Si vous me donnez une crise qui a été ultra bien gérée et une crise qui a été ultra mal gérée. Allez, Valérie, le top et le flop en gestion de crise. Alors moi, je pense à une compagnie aérienne américaine qui a eu un gros clash sur un de ses avions avec plusieurs morts et qui a très très bien géré la chose avec tout de suite, mais vraiment très très peu de temps après, a tout de suite eu son porte-parole avec des infos, avec les bons mots pour les familles concernées. Enfin, c'était et comme le disait aussi d'ailleurs, ça fait penser à Air France, hein, c'est exactement pareil. Ils avaient déjà tous les outils en place et c'est un cas qu'on passe souvent d'ailleurs dans les médias training. Hein. C'est vraiment, c'était nickel. Et en flop, tu as quelque chose à dire ? En flop, là comme ça, je vois pas très bien. Entendu. Écoute, tu as tout à fait le droit de ne pas avoir de flop et tu es prudente, bravo. C'est aussi ça, éviter d'avoir une crise qui te tombe sur le coin de la figure, bien vu. Jean-François, ton top et ton flop. Alors mon top, ça serait La Redoute et mon flop, ça serait Zara. C'est aussi des cas un peu typiques en matière de communication de crise. Si on commence par le flop, Zara, c'est il y a quelques années, Zara avait sorti un t-shirt rayé noir et blanc avec une étoile jaune qui était censée représenter une étoile de shérif. Et ça ressemblait quand même beaucoup aux vêtements que pouvaient avoir les personnes qui se retrouvaient dans des camps de concentration à une autre époque. Et donc ça a été super mal géré. Déjà sortir ça, c'était quand même assez étonnant. Il faut peut-être rappeler une petite statistique qui dit que je crois 70% des crises viennent du service com ou du service marketing. Donc il y a beaucoup de crises en fait qui sont générées par l'interne parce que on a oublié quelque chose, on a mal communiqué, on a donné une information qui est pas juste. Et là en l'occurrence, on a lancé un produit qu'on n'aurait jamais dû lancer. Et donc ça pour moi c'est un vrai exemple de flop. C'est hyper choquant et on en voit encore plein des choses comme ça qui sortent malheureusement. Et puis le top c'était La Redoute. Alors ça remonte aussi à quelques années où quelqu'un qui lance un post sur les réseaux sociaux en disant je suis en train de regarder le site de La Redoute où il y a des hommes nus et soudain des enfants. Et en fait, il y avait une photo où on voyait donc des enfants qui étaient à la plage et à l'arrière-plan, il y avait un homme nu qui sortait de l'eau. Et en fait, la photo n'avait pas été retouchée, j'imagine, et elle avait été postée comme ça sur le site de La Redoute. Et donc forcément, la photo a tout de suite été éliminée, la photo a été retouchée, etc. Mais surtout, La Redoute a super bien communiqué, parce que derrière, ils ont fait un petit concours qu'ils annonçaient sur les réseaux sociaux en disant que comme il y avait un homme nu comme ça, c'était une erreur, et qu'il y avait plein d'autres erreurs sur leur site. Et ils ont truffé leur site de petites erreurs. Donc il y avait une piscine dans laquelle il y avait un crocodile, voilà, des petites choses comme ça. Et en disant aux gens, allez repérer les petites erreurs qu'il y a sur notre site, faites-en nous la liste, et puis celui qui en trouve le plus, on l'habillera gratuitement des pieds à la tête. Et donc ça a permis de retourner en fait une situation difficile dans un petit concours un peu humoristique, et ça avait complètement permis d'effacer cette petite situation de crise. Donc j'ai trouvé ça très malin. Alors, bien vu, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On va se quitter sur ce top de la Redoute. Alors, on ne va pas parler de leur logo parce qu'on l'a déjà fait dans un café de la com, mais en tout cas, Valérie et Jean-François, je tiens à vous remercier, non seulement d'avoir fait part de votre expérience avec PIP, parce qu'on a enfin parlé en com de crise, de choses qui existaient vraiment et que vous avez vraiment gérées. Alors, toi chez Unicancer, Valérie, et toi chez Blue Star Silicone, Jean-François, et je trouve que c'est extrêmement important pour nos auditrices et auditeurs que nous n'étions pas finalement dans cet épisode hors série sur quelque chose de très théorique. Vous avez mis les mains dans le cambouis, ça a été 2 baptêmes du feu pour vous, puisque vous veniez d'arriver dans les entreprises, donc je vous remercie. Et si je fais un tout petit récapitulatif, 1, il faut savoir anticiper la crise, 2, il faut savoir veiller à tout, 3, il faut savoir s'entraîner, gérer et définir surtout, une cellule de com de crise, et puis quand la crise est là, il faut rien négliger, commencer par l'interne, savoir trouver des porte-paroles,
On ne met pas le patron d'emblée devant, comme tu le disais Jean-François, parce que après, qui est-il? C'est un petit peu plus compliqué. Savoir faire des plannings d'astreinte, pourquoi pas un manuel? Alors ça, c'est dans l'anticipation, mais un manuel de crise. Bref, la com de crise, c'est exactement comme la communication. C'est un vrai métier. Et bizarrement, quand il y a le feu dans la maison, c'est là qu'on s'aperçoit à quel point les communicants sont absolument essentiels. Valérie, Jean-François, je vous remercie. Vous avez été au top. Merci Laurent, merci Valérie. Merci Jean-François, merci Laurent. On peut dire aussi que même les grosses entreprises comme il y a des flops qui me reviennent, Danone, Toyota qui a rappelé ses voitures, Buitoni récemment sur les pizzas qui n'a pas forcément bien géré non plus la crise. Même avec des grosses sociétés, c'est pas toujours très très bien géré. Et la crise nous attend tous, puisque tu disais Jean-François, 80% des entreprises vont avoir une crise dans les 5 ans qui viennent. Ça donne envie, hein. C'est bien pour les gens qui gèrent les crises. Du coup, ça permet aussi de mettre en avant les communicants et leur rôle essentiel. La communication, c'est pas que passer les petits fours. On va avoir du travail. Voilà. Nous allons tous avoir du travail et les auditrices et auditeurs qui nous écoutent vont avoir du boulot s'ils sont jeunes ou moins jeunes. Alors justement, vous les auditeurs, les auditrices, mettez 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous laissez un commentaire, Jean Bafouille dithyrambique, et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, Jean-François, Valérie, Jean-François, vous avez été au top. Je vous mets 5 étoiles tous les deux. C'est un véritable top. Aucun flop de votre part. Merci Laurent. Merci beaucoup Laurent. Ciao, ciao.